Bien, bonjour à tous. Alors on est très heureux de vous accueillir, Karine Raffestin et moi, dans cette session qu'on a voulu consacrer à l'opposition. C'est un véritable sujet, aucun des professionnels présents dans cette salle ne pourra dire le contraire. On va essayer de faire une présentation du sujet avec plusieurs angles de réflexion et on va commencer tout de suite par ce qui fait la base et ce qui fait un peu le cadre de notre travail au quotidien, qui est le cadre juridique sur lequel nous nous posons au quotidien pour travailler, pour avancer, pour essayer de rencontrer des proches et de recueillir leurs témoignages. Voilà, donc je présente Valérie Depatte, qui est juriste en santé, universitaire à l'université Paris-Nord et à Sciences Po, et qui va donc nous présenter. Donc on m'a demandé de respecter le temps de la session, parce que derrière il y a une session avec de la visio et des essais à faire. Donc je vous propose 15 minutes chacun, et puis ensuite un débat, des questions avec la salle, que j'espère nombreuses, et pour nourrir un peu la réflexion de chacun. Voilà, Valérie, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bien, avant toute autre chose, je remercie le docteur Averland qui m'a permis d'être là et de participer à cette journée ô combien importante sur un sujet ô combien grave et important. Donc, je suis juriste, c'est pour ça que je ne vais parler que de droit avec des textes de loi. J'espère que ça ne vous paraîtra pas trop rébarbatif, mais c'est le cadre juridique et notamment le cadre d'aujourd'hui sur lequel je vais m'attarder. Alors, la technique de transplantation, en ce qu'elle permet de prolonger la vie, ou d'améliorer en tout cas la qualité de vie de nombreux malades, s'est développée. Elle s'est développée au siècle dernier en complément de la médecine curative ou préventive. D'une façon très générale, cette technique a ceci de particulier que, dépassant la relation médecin-patient, elle nécessite de recourir à l'organe ou au tissu d'une tierce personne. Toute greffe est soumise à la disposition de l'organe ou du tissu nécessaire apporté par le donneur, qui viendra remplacer celui défaillant chez le receveur. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les progrès de la science, en apportant une amélioration sensible du taux de réussite des greffes, ont entraîné un accroissement sensible également de ce type d'intervention et par voie de conséquence, un accroissement important du besoin en greffons. Alors, dès les premières réussites de transplantation réalisées grâce à des prélèvements cadavériques, le corps médical a tenté de privilégier ce type de greffe afin d'épargner les donneurs vivants, mais il s'est heurté au manque d'organes. On parle de pénurie qui est un terme économique et que, personnellement, j'essaye d'éviter. Donc, il s'est heurté au manque d'organes, principalement en raison de la question de la condition de mort cérébrale inhérente au prélèvement, ainsi qu'à la réticence des familles. D'un point de vue juridique, pendant une longue période, les médecins n'ont disposé que d'un encadrement sommaire, constitué de quelques textes largement insuffisants pour les guider dans leurs décisions, et aussi pour les protéger d'une éventuelle mise en jeu de leurs responsabilités. Alors, pour n'en citer que quelques-uns parmi les principaux, je pense ici à la loi du 17 novembre 1887, loi relative aux funérailles, qui a autorisé le legs du corps à la science par voie testamentaire, la loi Lafay du 7 juillet 1949, qui a permis la greffe de cornée lorsque le défunt avait légué ses yeux à un établissement public ou à une œuvre privée. Et je pense aussi au décret du 20 octobre 1947 autorisant le prélèvement cadavérique par le médecin-chef d'un établissement hospitalier lorsque le défunt n'avait exprimé déjà aucune volonté contraire de son vivant. Alors, la loi Caillavet... C'est pas grave. La loi Caillavet du 22 décembre 1976 a marqué une étape d'importance dans la réglementation des dons d'organes en définissant les principes du consentement. Le prélèvement peut être effectué
dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement. Les lois relatives à la bioéthique du 29 juillet 1994, qui ont abrogé les lois Lafay et Cavaillé, ont institué une réglementation d'ensemble des techniques de transplantation. Leurs dispositions ont été revues et complétées par les 3 révisions relatives à la loi bioéthique du 6 août 2004, du 7 juillet 2011 et du 2 août 2021. En 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a apporté diverses modifications aux dispositions relatives au consentement post-mortem. Aujourd'hui, le prélèvement post-mortem est réalisé sur le fondement juridique d'une présomption de consentement. Alors, je ne pense pas m'adresser à des juristes, je vous explique ce qu'on appelle une présomption en droit. Le mécanisme présomptif consiste à tirer, à déduire un fait inconnu d'un fait connu. Donc, de l'absence de refus, qui est le fait connu, on déduit l'acceptation, qui est le fait inconnu. Une présomption est dite simple lorsqu'elle peut être renversée par tout moyen. Elle est dite mixte, lorsqu'elle ne peut être renversée que par les moyens prévus par la loi. La présomption de consentement était, depuis la loi Caillavet, une présomption simple, donc susceptible d'être renversée par tout moyen. Refus oral, exprimé à toute occasion, ou refus écrit. Les personnes pouvaient aussi exprimer leur refus sur des registres qui étaient tenus par les établissements de santé pratiquant le prélèvement d'organes. En 1994, les lois relatives à la bioéthique ont facilité l'expression du revenu en créant un registre national informatisé. Et la mise en place de ce registre national date de 1997, un décret du 30 mai. On voit donc que ces lois s'inscrivent dans un contexte de manque de greffons, dû pour une grande partie à l'opposition des familles. La loi de 2016 relative à la modernisation de notre système de santé a renforcé la force de cette présomption en la faisant devenir une présomption mixte. C'est-à-dire, alors qu'antérieurement, le refus pouvait être exprimé par tout moyen, la loi de 2016 prévoit les modalités de ce refus. Donc, refus susceptible de renverser la présomption de consentement lorsque la personne n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement. La loi prévoit 3 modalités d'expression du refus. Ce faisant, elle hiérarchise ces 3 possibilités en disposant que toute personne peut, de son vivant, exprimer son refus principalement, et j'insiste sur l'adverbe principalement, par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. L'inscription peut avoir lieu en ligne sur un site dédié. Alors, la loi précise qu'un tel refus est révocable à tout moment, selon les mêmes formes que celles empruntées pour l'expression du refus, c'est-à-dire un formulaire ou un courrier adressé à l'Agence de la biomédecine. Une attestation de radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf si ce dernier ou cette dernière a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation. On voit donc que la loi prévoit l'inscription sur le registre national comme mode principal d'expression du refus, mais je me permets d'insister, pas comme un mode exclusif. Alors certes, faire de l'inscription sur le registre le seul mode d'expression du refus aurait certainement été une mesure, entre guillemets, efficace en pratique et simple d'application pour le corps médical. Néanmoins, le législateur a estimé qu'en ce domaine, ni l'efficacité ni la simplicité ne peuvent primer sur l'humanité, et notamment l'humanité envers les proches du défunt. Ainsi, 2 autres modalités d'expression du refus ont été prévues et sont légalement possibles. Tout en employant au sujet de l'inscription sur le registre l'adverbe « principalement », afin de le reconnaître comme le premier mode d'expression du refus, la loi prévoit donc 2 autres modalités. Toute personne peut également exprimer son refus
par écrit et confier ce document à un proche. Ce document est daté et signé par son auteur qui doit être dûment identifié par l'indication de ses noms, prénoms, date et lieu de naissance. Le texte envisage également l'hypothèse d'une personne qui est en état d'exprimer sa volonté, mais qui n'a pas la possibilité, qui se trouve dans l'impossibilité d'écrire et de signer elle-même ce document. Eh bien, cette personne peut demander à 2 témoins d'attester que le document qu'elle n'a pas pu rédiger elle-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et leur qualité. Leur attestation est jointe au document qui exprime le refus. Lorsqu'une personne choisit de confier l'écrit à un proche, ce dernier doit savoir qu'il lui revient de transmettre ce document à l'équipe de coordination. Alors quid, que se passe-t-il s'il n'est pas informé du décès? Au-delà de l'inscription sur le registre et de la rédaction d'un écrit confié à un proche, la loi prévoit qu'un proche de la personne décédée peut faire valoir le refus de prélèvement d'organes que cette personne a manifesté de son vivant. Alors, comme le remarque le professeur Didier Sicard, la famille ignore le plus souvent le souhait réel de celui qui vient de mourir et exprime alors son sentiment à elle. En ces cas, le refus peut aussi d'ailleurs résulter d'un réflexe de précaution. Le respect de la volonté du défunt inscrit sur le registre est assuré par l'obligation de consultation du registre avant tout prélèvement, peu important qu'il s'agisse de prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou aux fins de recherche des causes du décès ou encore à d'autres fins scientifiques. La question, on le voit, est plus délicate dans l'hypothèse où le défunt, sans avoir recouru à la procédure de l'inscription sur le fichier automatisé, néanmoins a exprimé son refus. Alors jusqu'à la loi de 2016, le médecin était tenu, par les termes des textes, de s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt par tout moyen. Aujourd'hui, le médecin informe les proches du défunt préalablement au prélèvement envisagé. Il les informe de la nature, de la finalité du prélèvement, et cela conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la Santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine. Mais le médecin n'est plus tenu de s'efforcer de recueillir auprès d'eux le témoignage d'une opposition au prélèvement, tel que cela se faisait avant la loi de 2016. Alors, il faut ici relever que la notion de proche, qui est plus large que celle de famille, n'est pas définie par la loi. Qui sont les proches? Qui doit être informé? Or, on sait les difficultés posées par cette notion, notamment en matière d'arrêt des traitements dans le cadre des problématiques liées à la fin de vie. Donc, ces 2 derniers cas, rédaction d'un écrit, information des proches, je risque de poser des problèmes en termes d'effectivité, dans la mesure où les médecins, je ne parle qu'en droit, ne sont plus tenus de rechercher l'éventuelle opposition au prélèvement. Et dès lors qu'aucune obligation de recherche n'est plus exigée, seule la présence des personnes concernées au moment du décès peut permettre le recours à cette dernière modalité. Alors, un arrêt du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonne pratique relatives justement à l'entretien avec les proches en matière de prélèvement d'organes et de tissus reprend les modalités d'expression du refus et dispose que toute décision de prélèvement comme de non-prélèvement doit tenir compte du contexte dans lequel il est envisagé et doit être analysée tant quantitativement que qualitativement. Et par ailleurs, la grille de débriefing de l'entretien avec les proches, qui est annexée aux bonnes pratiques, contient une ligne 49 au terme de laquelle, en raison du contexte, le prélèvement n'a pas été possible. Le refus de prélèvement peut n'être que partiel.
Il peut porter soit sur certaines finalités, soit sur certains organes et tissus concernés. La personne est en droit de refuser qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décès, soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas. De même, le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés, ou alors seulement certains de ces organes et tissus. Aujourd'hui, le prélèvement et la greffe constituent une priorité nationale. Et de diverses façons, les pouvoirs publics relaient auprès du corps médical la nécessité de réduire le décalage entre les besoins et les ressources en matière de greffons. Il revient ainsi à l'Agence de la biomédecine de développer l'information sur le don, le prélèvement et la greffe d'organes, de tissus ou de cellules, donc d'informer le public des modalités d'expression du refus. Vous avez l'article qui s'affiche, c'est l'article R 1232-4-4 du Code de la santé publique. D'autres mesures sont prévues, notamment l'information par le médecin à partir de l'âge de 16 ans, ou encore, pour les jeunes, à l'occasion de la journée défense et citoyenneté. Alors, je voudrais maintenant vous parler de deux cas particuliers, le prélèvement sur les mineurs et sur les majeurs protégés. Toute personne mineure âgée de 13 ans au moins, peut s'inscrire sur le registre. C'est pourquoi la consultation du registre des refus s'impose pour tout mineur décédé âgé d'au moins 13 ans au moment du décès. Le prélèvement post-mortem ne peut avoir lieu, quelles que soient les fins envisagées, thérapeutiques ou scientifiques, qu'à la condition que chacune des personnes investies de l'autorité parentale y consente par écrit. Cela, quelles qu'en soient les fins envisagées, thérapeutiques ou scientifiques. Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit. Et enfin, quelques mots sur le prélèvement sur majeur protégé. La loi de 2021 a supprimé la disposition antérieure selon laquelle le prélèvement post-mortem sur une personne majeure sous tutelle nécessitait le consentement du tuteur. Donc, le majeur protégé, même s'il bénéficie d'une protection à la personne, se trouve sur ce point soumis au droit commun, c'est-à-dire le droit qui s'applique à tous. L'élargissement interroge. Est-il raisonnable de présumer qu'une personne sous tutelle à la personne, donc reconnue dans l'impossibilité de prendre elle-même une décision relative à sa personne, a délibérément omis de s'inscrire sur le registre national? Je terminerai en rappelant qu'en droit des contrats, à quelques rares exceptions qui relèvent de circonstances tout à fait particulières, le silence ne vaut pas consentement, car le silence est équivoque. Effectivement, comment être certain que l'absence d'inscription sur le registre national traduit une véritable volonté d'être donneur d'organes ou de tissus, alors que bien d'autres raisons peuvent expliquer l'absence d'inscription? L'imprévoyance, le manque d'information, le manque de temps, l'hésitation. Et on remarque d'ailleurs que la loi, tout en posant un principe de présomption justifié par des raisons légitimes de santé publique, d'une part prévoit d'autres modes d'expression du refus, d'autre part permet de ne pas procéder au prélèvement lorsque celui-ci s'avère impossible au regard du contexte. Or, le contexte est constitué des proches, de leur douleur. Et je reprendrai ici un article récemment écrit à plusieurs mains, dont le docteur Olivier Le Sieur, réanimateur, qui est paru à la Revue générale du droit médical, juste quelques mots. Donner la possibilité au mourant de choisir ce qu'il adviendra de sa dépouille est essentiel, mais la réalité est que, après la mort, la volonté du défunt est soumise à ceux qui restent.
condition humaine qui, même après le décès, signe la dépendance à l'autre. Alors, le taux de refus en France reste élevé, je crois que nous parlerons précisément des chiffres. La question du consentement a toujours été et restera centrale. Ainsi, le consentement présumé, s'il fait consensus au sein de la réflexion de la majorité des instances, je pense au Comité consultatif national d'éthique, au Conseil d'État, se voit parfois reprocher de ne pas suffisamment respecter la volonté de la personne. Le Conseil d'État, d'ailleurs, le souligne. Je lui emprunte quelques mots. Il est par ailleurs mis en avant qu'en se contentant de vérifier l'absence d'opposition au prélèvement d'organes, le rôle de la volonté s'efface progressivement au profit d'une approche purement utilitariste, contradictoire avec l'idée même de don. Bon, c'était un écrit du Conseil d'État, une étude qui date de 2018. Alors, comment aborder le prélèvement? Comment aborder la question du refus? Faut-il demander, voire imposer à chaque citoyen de déclarer explicitement sa volonté? La question mérite d'être posée tout en gardant à l'esprit que la volonté peut évoluer et que la connaissance de cette volonté n'adoucira pas la douleur des proches et l'émotion violente qui, dans bien des cas, les conduit à refuser le prélèvement d'organes alors qu'ils souhaitent, par eux-mêmes, être donneurs. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup à vous. Donc nous allons continuer sur une étude menée par l'Agence de biomédecine qui sera présentée par le Dr Régis Bronchard sur les déterminants de l'opposition. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci beaucoup à l'oratrice précédente de cet éclairage. Je vais tenter d'apporter un éclairage différent, plus scientifique, épidémiologique, au sujet de l'opposition au don d'organes et de tissus, même si je vais parler spécifiquement du don d'organes en mort encéphalique. Alors, deux préambules. Le premier, je vais vous parler d'un travail qui a été mené avec toutes les personnes que vous voyez sur une idée générale du professeur Bastien, mais tout le monde a largement participé à ce travail, donc au sein de l'Agence de la biomédecine. Et moi-même, je suis médecin à l'Agence de la biomédecine. Deuxième préambule, c'est un travail qui est écrit, qui va bientôt être soumis, donc il n'a pas la caution de la publication scientifique. Donc voilà, restons prudents. Donc on l'a dit aussi pour commencer, hein, l'opposition en France et dans beaucoup de pays reste la cause principale de non-prélèvement d'organes quand on a un donneur potentiel, avec de fortes disparités régionales. Et nous avons mené un travail national, mais partant de ce constat de disparité. Alors, je ne pense pas qu'il réponde complètement à ces disparités, mais je vais essayer d'en parler. Alors un petit peu de couleur pour vous réveiller, une diapo de Corinne Antoine que je remercie. Donc là, on remonte le temps et chaque année, on voit le pourcentage, le devenir des donneurs décédés en mort encéphalique qui ont un diagnostic avec une intention de prélever. Donc ce sont des donneurs prélevables. Donc en vert, vous avez le pourcentage de donneurs prélevés, donc environ 50%. Hein, pour remonter le temps, j'aurais pu prendre 10 années encore précédentes. Et puis le taux d'opposition en rouge, et vous voyez qu'il fluctue entre 27%, 33%, 34%. Il est même malheureusement en augmentation sur ces premiers mois 2023. Voilà. Puis il y a d'autres raisons, par exemple la découverte d'une lésion qui contre-indique le prélèvement d'organes qu'on ne connaissait pas. 40% des donneurs en mort encéphalique ont plus de 65 ans, donc vous imaginez bien qu'on peut découvrir des lésions contre-indiquant le prélèvement d'organes. Et puis une autre raison assez fréquente, enfin quelques pourcents, c'est la dégradation. On parle d'un déclin physiologique dans le cas de la mort encéphalique, hein, c'est de la réanimation compliquée et parfois les donneurs ne sont plus prélevables. Ici, c'est pour vous donner une idée des disparités régionales. Alors, plus c'est foncé, plus c'est opposé. Alors, ici, de façon un petit peu plus détaillée, entre 2021 et 2022, vous avez la barre de l'opposition au niveau national de 33%, et puis vous avez des régions avec une opposition
systématiquement, par exemple pour l'Île-de-France, au-dessus du taux d'opposition national, et puis de façon un petit peu aiguë, par exemple pour les deux régions antillaises sur les 2 dernières années, avec suite à la complexité, la crise sociale, sociétale liée au Covid. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète, un mouvement qui va vers plus d'opposition. Alors, il y a beaucoup de moyens, beaucoup d'éclairage à donner, et il n'y a pas que la France qui s'intéresse au problème de l'opposition et qui se dit qu'on peut probablement, en diminuant l'opposition, avoir plus de donneurs. Il y a beaucoup de pays, y compris au niveau type de consentement, hein. On en a parlé dans le topo précédent. La France, dès le début, en 1976, a fait le choix du consentement présumé, comme les pays qui sont en gris ici sur cette carte. Alors c'est une carte qui date il y a 10 ans. C'est important parce que certains pays ont fait le choix de passer du consentement explicite à du consentement présumé. Par exemple, nos voisins, Pays de Galles, Angleterre, très récemment. Voilà, donc peut-être en tout cas, c'est un sujet qui est tellement important qu'on va modifier quelque chose de majeur, qui est le type de consentement. Alors, j'en viens à l'étude. Nous avons essayé, donc, pour éclairer ce taux d'opposition, d'étudier les facteurs de risque, les facteurs associés à l'opposition dans le cadre des donneurs décédés en mort encéphalique. Je ne vais pas parler de donneurs décédés après arrêt circulatoire de type Maastricht 3, donc sur une cohorte récente, et puis en introduisant des variables, non seulement des variables épidémiologiques, médicales, mais aussi des variables liées à l'hôpital. Alors nous avons inclus quasiment tous les donneurs décédés en mort encéphalique en France en 2018-2019. Donc on a évité les premières années Covid pour les raisons que vous comprendrez. Et puis il y a un travail dans les co-auteurs, il y a 2 biostatisticiennes du pôle évaluation de l'agence, Gaëlle Santin, Camille Leger, un travail très solide au niveau statistique. Donc on a utilisé des variables Crystal. Crystal, c'est la base de données anonymisée qui est remplie par les équipes qui sont en charge du donneur, coordination, réanimation, et l'agence de la biomédecine sécurisée, anonymisée, et qui sert de vrai dossier pour proposer des greffons aux équipes de transplantation. Donc on a introduit des variables comme âge, sexe, groupe sanguin, durée de séjour, cause de décès, etc. etc. Et puis, un petit peu plus original et intéressant, et ce qui n'avait jamais été fait, on a utilisé des variables liées aux équipes de coordination hospitalière de prélèvement d'organes et de tissus. Comme dans nos missions, on a l'appui des établissements de santé, des coordinations, on forme les coordinations, on les accompagne, on a aussi les chiffres de leurs effectifs. Donc sur 2018-2019, on a regardé le turnover qui est assez important. Est-ce qu'il y a du personnel d'astreinte? Combien il y a d'infirmiers par rapport à l'activité, en divisant par l'activité, c'est-à-dire en nombre de donneurs recensés. Combien il y a de médecins, combien il y a de personnel par rapport à ce qui est recommandé. Voilà, on a introduit ça comme variable dans le modèle. On a introduit des variables liées aux établissements de santé, comme l'audit d'appui du processus de don. Alors, l'agence de la biomédecine réalise des audits de processus dans tous les établissements autorisés, enfin, essaye de le faire, en tout cas vise à le faire d'ici 2026, dans tous les établissements autorisés au prélèvement d'organes et de tissus. L'audit de processus, ça engage tout l'établissement, c'est un référentiel de plus de 170 items, et ça balaye tout le processus de la stratégie, la politique, la formation, la communication, ce qui se passe dans les services cliniques. Il y a une visite d'auditeurs de l'agence de la biomédecine, une rencontre de la direction service formation, puis des services cliniques, des services partenaires, blocs, urgences, etc. Puis il y a un plan d'action. Donc on a introduit, est-ce que l'établissement a été audité ou pas audité pour le processus. Puis d'autres variables, genre taille de l'établissement, CHU, non CHU, insularité, etc. Et puis, sur une idée de Séverine Grelier, alors j'essaie de citer tous les participants à l'étude, on a un lien avec la HAS, avec l'audit de certification qui a lieu dans tous les établissements en France tous les 4 ans, et il y a des variables qui sont tout à fait reproductibles
et qui sont tout à fait accessibles et exploitables. Donc on les a rentrés dans le modèle, à savoir niveau de certification de l'hôpital dans lequel était pris en charge le donneur, et puis on a des variables de satisfaction de type satisfaction de la prise en charge globale à la sortie de l'établissement, de la prise en charge des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, etc. Donc on a rentré ça aussi. Alors, 6734 dossiers analysés, le 29% d'opposition, ce sont des années où l'opposition était plutôt basse. Alors, on revient au type d'opposition, c'est classé, vous voyez, en orange, là, sur le camembert. Dans 50%, c'était stricto sensu, ce qui est l'esprit du consentement présumé, à savoir l'opposition du défunt de son vivant. Alors, très peu de registres du refus, mais plutôt rapporté par les proches ou des écrits. Dans un peu plus de 5% des cas, c'est une opposition du représentant légal. Alors, le tuteur, et puis surtout les mineurs. Dans les mineurs, c'est l'accord écrit des deux titulaires de l'autorité parentale. Puis dans 45%, cette possibilité qui est écrite dans le décret de ne pas aboutir au prélèvement du fait d'un contexte qui ne permet pas d'aboutir. Alors, qu'est-ce que c'est que le contexte? C'est ce qui est jugé par l'équipe en charge du donneur. Ce sont les moments où il y a une incompréhension totale de la mort, une défiance par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a mené à la mort, des désaccords profonds dans les familles, entre les proches, bref, tout ce qui est jugé rendant impossible d'aller plus loin dans le prélèvement. Alors, je passe tout de suite aux résultats en multivariés. D'abord, les variables épidémiologiques qu'on a dans Cristal. Alors, vous avez sur ce schéma des odds ratios et puis des intervalles de confiance. Et tout ce qui est à droite de la barre au milieu et associé sont des facteurs qui sont associés à plus d'opposition et à gauche associés à moins d'opposition. Un premier facteur, c'est le suicide. Le contexte de suicide dans la prise en charge d'un donneur en mort encéphalique est associé à moins d'opposition. Ça a déjà été rapporté, notamment par des Français. On peut imaginer que justement ce contexte particulier du décès, du suicide, va peut-être faire le lit de moins de contextes rendant compliqué le prélèvement d'organes. C'est un peu alambiqué, mais voilà, on peut avoir d'autres explications, mais je ne peux pas m'y attarder. Vous avez les tranches d'âge du donneur avec une opposition particulièrement élevée chez les donneurs mineurs, qui est plus de 10% au-dessus de la moyenne nationale. Et on a réactivé un groupe de travail sur le prélèvement pédiatrique. Il y a vraiment un phénomène d'opposition parentale qui s'est aggravé. Et puis, quelque chose d'assez étonnant, le groupe B est associé à plus d'opposition. Alors, on va dire que c'est le groupe B. Alors on l'interprète dans le fait que le groupe B, les populations du groupe B sont des populations d'origine ethnique différente. En tout cas, il y a plus de pourcentage de groupe B chez des personnes d'origine asiatique et africaine. Ce sont les couches de migration les plus récentes en France. Et comment on l'interprète? On l'interprète par le fait qu'on a un reflet indirect du niveau socio-économique de populations qui vivent dans des conditions plus difficiles. Ce sont des facteurs qui sont rapportés par nos amis anglo-saxons, notamment aux États-Unis, j'y reviendrai. Voilà, et concernant, je pense que ce sont les résultats les plus importants, les variables liées aux établissements de santé. Alors d'abord, il y avait moins d'opposition quand le donneur était pris en charge dans un établissement qui avait déjà été audité par l'Agence de la biomédecine pour le processus de don d'organes, ce que je vous ai expliqué avec les références, le référentiel, etc. Donc premier résultat quand même très important. Deuxième résultat important, plus la note de satisfaction était importante, moins le taux d'opposition était élevé pour les donneurs pris en charge dans ces établissements. Donc la note de satisfaction de prise en charge globale de l'AHAS a un lien avec le taux d'opposition. Donc extrêmement intéressant, ce sont des choses qui étaient pressenties, le fait d'être dans un environnement d'établissement de santé, dans un climat de confiance, mais là on en a en tout cas un résultat scientifique pour la première fois. Et puis troisièmement, les effectifs de la coordination. Alors ça sortait aussi pour les effectifs médicaux, sauf que les médecins en France, c'est moins de 10% du personnel de coordination. Donc ça sort en multivarié pour les infirmiers, c'est-à-dire au-dessus d'une certaine barre de
c'est-à-dire de plus de 8 équivalents temps plein infirmiers de coordination hospitalière par 100 donneurs recensés, il y a moins d'opposition. Il y a moins d'opposition dans les établissements qui ont un nombre suffisant de personnel formés et spécialisés et professionnels du don d'organes. Donc voilà, 3 résultats qui nous semblent particulièrement intéressants. Il y a peu d'études là-dessus en France, petite taille, des travaux non publiés, surtout des choses écrites dans les règles de bonnes pratiques sur l'abord du donneur, sur l'environnement de soins, la façon de s'y prendre. Mais néanmoins, les facteurs qui étaient retrouvés, c'est les âges extrêmes, l'étiologie, la région, la défiance médicale, peut-être avec la HAS, le motif religieux parfois, et puis le suicide, je vous ai dit, avait déjà été rapporté. Dans les revues internationales, c'est beaucoup de méta-analyses, beaucoup d'analyses sociologiques, et c'est un éclairage à avoir et qu'il faudra avoir en France. Donc associé à plus d'opposition, le faible niveau socio-économique, je pense qu'on peut le lier au groupe B, minorité, religion, mécontentement de la prise en charge médicale, chômage, désaccord entre proches, gros centres urbains, et puis le fait d'avoir des professionnels dédiés, la temporalité de l'entretien, la compréhension de la mort, etc., sont des facteurs, ou sont plutôt des recommandations dans le guide européen pour avoir un meilleur environnement. Un petit éclairage différent, c'est les ressorts de l'opposition. Ça a une complexité vraiment majeure. C'est pour ça que c'est important de l'éclairer avec plein de spots, là, comme ici, là, comme ceux qui sont dans mes yeux, là, très, très différents. Ici, vous avez les pics. C'est un travail du pôle national de répartition des greffons et de François Kerbol, des pics d'inscription RNR qu'on peut parfois lier à des événements comme le pass sanitaire ou d'autres événements liés au Covid, ou alors l'affaire Descartes, alors qui peut entraîner de la confusion avec le don d'organes. Mais vous voyez des ressorts qui sont différents, peut-être même des pics d'inscription au moment des greffes pour les retraites. Donc voilà, des ressorts particulièrement compliqués. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre du plan greffe? Je pense que les audits, de toute façon, quelle que soit la façon dont ça marche, l'audit, c'est mettre la lumière sur un processus, sur tout un établissement. C'est mettre de la culture, c'est peut-être une des différences avec l'Espagne. Je me dépêche pour avoir le topo suivant. Voilà, mettre la lumière et montrer à tout le monde l'important, c'est comment tout l'établissement doit se mettre en marche et renforcer la coordination, renforcer les effectifs, former les coordinations, accompagner les professionnels de santé, mais aussi former des relais, travailler avec les associations. Et avec le dernier orateur, hier, on a préparé des actions ensemble, et c'est complètement dans cette veine-là. Travailler avec des relais religieux. On travaille tous les ans avec les aumôniers musulmans d'Île-de-France, et on fait toute une journée où on explique les donneurs, le prélèvement, la loi, etc. Et je pense que c'est important. Et le travail des coordinations dans les bassins de population. Quand on vit là, on peut travailler avec ce qu'on connaît du bassin de population. Voilà. Et vraiment des déclinaisons au niveau des régions, avec le soutien de l'ARS, mais vraiment les chevilles ouvrières, les maillons les plus forts que sont les coordinations. Voilà, c'est la première étude de ce type en France. On a des facteurs identifiés, des moyens d'action. En tout cas, on est complètement dans le raccord avec certaines parties du plan greffe. Et puis, voilà, voyons d'autres éclairages pour d'autres pistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Régis. Donc on voit le tableau qui commence à se dessiner. On va donner la parole. Alors on parle depuis des années en France du modèle espagnol, de l'exemple espagnol. Et nous collaborons avec Chloé Ballester depuis déjà de nombreuses années, autour de la formation notamment, puisque c'est comme ça que ça a commencé. Et on a eu l'idée de lui demander de nous expliquer le fonctionnement de l'organisation espagnole et peut-être de jeter un regard croisé sur les deux modèles. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être en France.
Et ça a été vraiment très intéressant, les deux topos qui sont passés d'avant. Donc j'ai essayé de faire un peu un melting pot de tout ce qu'on fait, de ce qu'on fait en Espagne pour essayer de vous expliquer un peu quelles sont les différences, mais surtout qu'est-ce qui peut être adopté, je pense, en France, et je pense que c'est assez facile. Donc oui, l'Espagne est numéro 1. C'est vrai, les États-Unis, hier, Corinne Antoine me le disait, mais l'année dernière, elles vous ont, l'année d'avant, ils sont passés devant nous, mais ça y est, on les a rattrapés. Et il est vrai qu'on est critiqué souvent parce qu'on dit que on parle des actuals, non, des donneurs qui ont été recensés, et certains, finalement, vont pas avoir d'organes qui vont être transplantés. Mais ce fait-là, je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. On va vraiment aller essayer d'avoir tous les donneurs, même si on a des doutes sur la viabilité des greffons. Et ce fait, je pense aussi, fait que les équipes soient beaucoup plus entraînées et un grand volume d'expérience, en fait. Donc ça n'a pas toujours été comme ça. Pendant le début des années 2000, on était un peu dans un plateau. Et en fait, à partir de 2015, c'est quand on a commencé le Maastricht 3, et là vous voyez qu'on a décollé. On pensait vraiment que 35 donneurs par million d'habitants, c'était le maximum, mais en fait, on a été capable, juste avant le Covid, de presque arriver à 50 donneurs par million d'habitants. Et maintenant, en 2022, on a rattrapé 3 années en arrière. Donc, plus on a de donneurs, plus on a de transplantations. Donc, on est un des pays avec le plus haut taux de greffe par million d'habitants. Et si on regarde plus spécifiquement, alors désolée parce que j'ai vu après que j'avais quelques fautes d'orthographe, mais bon, essayez de passer sur ça. Mais donc, si on regarde le cœur arrêté, vous allez voir que nous, le Maastricht 2, ça fait très très longtemps qu'on le fait. Les dernières années, elles ont un peu baissé avec le Covid, ça a vraiment diminué. Mais en fait, on espère reprendre un peu plus le Maastricht 2. Je sais que ce n'est pas la stratégie en France, mais en fait, depuis qu'on a mis en route le Maastricht 3 et que dans la totalité maintenant, le Maastricht 3 se fait comme en France avec la récirculation normothermique, en fait, maintenant, presque toutes les équipes se sentent très à l'aise pour faire cette récirculation normothermique. Donc, pourquoi pas faire le Maastricht 2, même si ce n'est pas 24 heures, 7 jours sur 7, mais au moins quand les équipes sont sur place, c'est une idée qui va être mise en place. Donc, faire du Maastricht 3, on avait très peur de faire du Maastricht 3 parce que justement, on avait très peur de switcher les morts encéphaliques, de les passer en Maastricht 3. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé avec, en fait, c'est pas travailler avec, c'est que les équipes de réanimation, c'est elles qui ont été en charge de mettre en route tous les protocoles de Maastricht 3. Donc, je pense que c'est un peu la même approche que vous avez fait ici. Donc, en ce moment, l'Espagne est le pays avec le plus de donneurs à cœur arrêté du monde par million de population, mais le 3e en nombre absolu après les États-Unis et après le Royaume-Uni. Donc, il y a 100 équipes en Espagne qui font du cœur arrêté. Maastricht 3 et Maastricht 2, il y en a pas beaucoup, il y en a 5 pour l'instant. Et donc, oui. Et donc, qu'est-ce qui est important ici? C'est que, comme vous allez voir ici, on a passé de faire sur ce qu'on avait de Maastricht 2, on faisait 24 transplantations par an, et en fait, maintenant, on en fait 1800 sur les cœurs arrêtés. Donc, en 2020, on a commencé à faire le cœur. Ça marche très, très bien. On n'a pas besoin de machine à perfusion parce qu'on fait la normothermie thoraco-abdominale. Et on a commencé aussi à faire l'intestin en 2022. Tout ça sur cœur arrêté. Hein. Et donc, ça nous a aidé à augmenter par 11 000 greffons. Et là, nous, en Espagne, en 2021, on a eu la loi de l'euthanasie qui s'est mise en route.
Et en fait, on a fait exactement la même chose qu'avec le Maastricht 3. Le Maastricht 3, on avait très peur que ça ne soit pas bien compris, mais surtout parce que, en fait, les réanimations n'étaient pas préparées. On n'avait pas des protocoles de withdrawal of life support, de limitation des efforts thérapeutiques. Et donc, on a vraiment boosté pendant 2 ans que les associations, que les sociétés de réanimation mettent d'abord en route et mettent en place les protocoles de limitation. Et après, on s'est greffé sur ces protocoles. D'accord ? Le don d'organes est arrivé après. On a fait exactement la même chose avec l'euthanasie. Mais dès le début, il est vrai qu'on était là pour voir quand est-ce qu'on allait mettre cette partie de don d'organes. Donc vous voyez ici, grâce aux donneurs qui ont décidé d'être euthanasiés, on a eu 135 transplantations de 2021-2022. Donc tout ça, c'est vrai que des fois, on a la sensation que les Espagnols, ils poussent un peu trop, non, on va toujours à la limite. Et il y a un concept que je ne sais pas si juridiquement c'est vraiment valide ou pas, mais en fait pour nous, le don d'organes est un droit des citoyens. Donc nous, en tant que professionnels de la santé, on doit tout mettre en place pour être sûr que nos citoyens ont le droit de donner. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on se donne en fait, on est obligé d'essayer de trouver que n'importe quelle personne, devant n'importe quelle situation, ait la possibilité de donner. Donc c'est pour ça, dans l'euthanasie, donc je ne vais pas traduire tout ça, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des protocoles. Quand les gens veulent avoir une euthanasie à la maison, en principe, bon, on leur explique qu'ils vont être endormis à la maison, mais après ils vont être redirigés à l'hôpital pour faire un décédé type 5. On appelle ça Maastricht 5. Alors ça aussi c'est intéressant, c'est pour les scléroses. Je crois que ça s'appelle sclérose en plaques en français. Oui, et là, non ? D'accord. Donc, vous voyez que dans ces dernières années, on a eu 130 donneurs. 6 ont été en mort encéphalique et 124 ont été en Maastricht 3. Donc, maintenant, avec l'euthanasie, ça augmente un petit peu. Mais ce qui est important ici, c'est de voir qu'on va parler avec les patients, même avant leur mort, en fait. Et c'est quand eux, ils demandent de parler de ça. Alors ça, c'est les tissus, c'est super important. En fait, nous, les tissus, surtout en Catalogne, on les a complètement intégrés dans nos coordinations de greffe. Et c'est ce qui nous permet, en fait, de parler avec des familles tous les jours. Tous les jours, il y a des morts à l'hôpital. Donc le fait de parler avec toutes les familles sur la possibilité du don de tissus, je pense qu'aussi ça normalise l'activité et en même temps, ça nous donne beaucoup plus, c'est comme un entraînement continu. On n'attend pas à avoir le meilleur donneur d'organes. On a des donneurs tous les jours. Donc ici, vous pouvez voir en Catalogne, donc la Catalogne est une région en Espagne, on est 7 millions d'habitants, et là, vous pouvez voir comment, en fait, cette année, on a eu le plus de donneurs de tissus de l'histoire, en fait, donc même après le Covid. Donc je pense que c'est intéressant parce que le donneur de tissus n'est pas facile, en fait, et parler avec les familles sur le don des tissus seulement, c'est un exercice assez intéressant. Donc, on a eu une augmentation de presque 15%. Bon, les listes d'attente, elles sont assez stables, en fait. Et les enfants, comme vous voyez, c'est ce qu'on appelle infantile, désolé, sont assez petites, les listes d'attente sont assez courtes, parce qu'en fait, en Espagne, c'est une priorité nationale. Et en ce moment, surtout pour le foie, on ne fait plus de donneurs vivants, on fait du split de donneurs adultes. Mais on n'est pas content avec ça, on veut faire plus parce qu'on pense qu'on pourrait faire mieux. Et une des stratégies aussi, c'est le donneur du vivant.
On pense que justement, dû au profil de nos donneurs, qui est quand même le plus extrême du monde, on a quand même plus de 50% de nos donneurs ont plus de 60 ans, et puis on en a plus de 20 qui en ont plus de 75%. Donc on va un peu à la limite. Donc on pense que le donneur du vivant peut être très intéressant pour les jeunes receveurs. Donc pourquoi est-ce qu'on est quand même pourquoi est-ce qu'on est les meilleurs, ou pourquoi ce modèle est un succès? Donc il y a beaucoup de pays qui pensent que c'est à cause de notre loi, mais notre loi, en fait, elle est très similaire à la vôtre. Elle est beaucoup moins spécifique. Tout est beaucoup plus simple en Espagne. En fait, on a une loi, un décret royal de 79 qui a légèrement changé pour être sûr que le décédé, mais on a fait du décédé avec la loi qu'on avait en 79. Donc c'est pas vraiment la loi. Et d'ailleurs, il y a eu des pays qui ont changé du consentement explicite au présumé, et ça a été un désastre, parce qu'en fait, il y a toujours une réticence. Donc si vous allez en Espagne et vous demandez dans la rue, est-ce que vous savez que vous avez un consentement présumé, les gens ne savent absolument pas. C'est juste parce qu'en plus, on n'a pas de registre de refus en Espagne. On n'a pas de registre de refus, et bien entendu, on n'a pas de registre de donneurs, puisque la loi dit qu'on est tous donneurs. Donc comment on fait à la pratique? En fait, on fait comme vous. On parle aux familles, alors aux proches, pardon. On continue à les appeler familles, alors que nous aussi, c'est des proches. Mais pour l'Espagne, la familia, c'est la familia, c'est la tribu, c'est assez ample. Et donc, ce n'est pas la loi. Par rapport à la religion, vraiment l'Espagne, c'est vrai qu'on a un passé religieux, mais je pense qu'on est presque moins religieux qu'en France. Par rapport à la sensibilisation, on a un budget zéro pour les campagnes de sensibilisation. Donc les campagnes de sensibilisation vont se faire à travers les patients, vont se faire à travers les professionnels, donc des initiatives, on va dire, locales. Mais il n'y a pas un budget national de sensibilisation. Mais par exemple, depuis la faculté, nous, on fait de la formation dans les écoles, on fait de la formation, mais c'est toujours comme ça, il n'y a pas de campagne. Les taux élevés d'accidents, non, en fait, l'Espagne, elle sait beaucoup, on ne meurt pas tellement dans les accidents de voiture. Et est-ce que nous sommes meilleurs, est-ce que nous sommes plus généreux? Je crois vraiment pas du tout, mais bon, en plus, il y a cette enquête qui avait été faite il y a quand même longtemps, mais vous voyez que l'Espagne, il y avait seulement 57% de la population qui disait comme ça dans la rue « je voudrais être donneur ». D'ailleurs, les Français, ils étaient à 69%. Donc c'est pas vraiment ça, c'est pas qu'on est plus généreux, c'est pas qu'à la base, on pense plus au don d'organes. Donc quel est vraiment le secret de ce modèle espagnol? Eh bien, vraiment, je crois que le vrai secret, c'est le fait d'avoir professionnalisé l'activité et de l'avoir intégrée totalement dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'au début, dans les années 90, il est vrai qu'il y avait un coordinateur de greffe qui était un médecin qui normalement était ou provenait de la greffe. Il y avait pas mal de néphrologues au début. Ça a viré vers les médecins réanimateurs. Mais en fait, maintenant, c'est tous les réanimateurs qui comprennent que le don d'organes fait partie de leur mission à l'hôpital. Donc cette intégration, bien entendu, s'est faite à travers et par la formation. Donc la formation de tous les résidents de réanimation en Espagne se fait tous les ans. Bien entendu, ceux qui travaillent spécifiquement sur le don d'organes vont avoir des formations beaucoup plus spécifiques sur une nouvelle technique du Maastricht 3, etc. Mais pour les réanimateurs en général, il y a toujours une formation. Alors, si on fait ça, on est capable d'avoir un changement culturel. Donc, Régis en parlait juste avant. La culture du don, c'est quand même très, très important et c'est en fait la base. Et comment on réussit à avoir une culture?
eh bien, la culture, déjà, il faut du temps, il ne faut pas qu'il y ait de turnover, il faut que ça reste, il faut que les gens qui deviennent des spécialistes restent dans leur poste de travail et qu'ils innovent. Donc, si on fait la ronde de tout ça, bah, vous aussi, vous avez un plan de qualité, vous avez le soutien institutionnel, vous avez le cadre juridique, vous avez un réseau, vous avez l'agence, nous c'est l'ONT, vous avez l'ABM. Vous avez une bonne gestion de l'information, ça c'est très important aussi. Au lieu de faire des campagnes de sensibilisation, c'est plutôt être sûr que les médias vont donner les bons messages à la population. Mais ce qui est très très important, c'est que nous, la plupart d'innovations viennent du terrain. En fait, ce sont les coordinations hospitalières qui vont nourrir l'agence, qui vont nourrir l'ONT de nouvelles propositions. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent là, ils travaillent dans ces postes pendant 30 ans. Donc c'est eux qui connaissent très bien ce qui peut se faire. Et c'est eux qui ont cette responsabilité d'aller à l'au-delà de ce qui est fait. Donc l'innovation est un peu bottom-up. Donc, comme je vous disais, les coordinateurs en Espagne, c'est surtout des réanimateurs, intensivistas en bleu. Les néphrologues, il n'y en a presque plus. Et alors, la plupart, ce sont des médecins. Donc, toutes les coordinations, c'est les médecins qui sont à la charge du programme. C'est eux qui ont cette responsabilité. Et après, ils s'entourent d'une équipe d'infirmières. C'est relativement jeune, le fait d'introduire les infirmières. Mais maintenant, c'est vraiment des équipes multidisciplinaires. Et jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de médecins de soins intensifs qui travaillaient full-time, qui travaillaient à plein temps. Et maintenant, il y a de plus en plus d'équipes qui travaillent à mi-temps. Mais ça veut dire que toute l'équipe de prélèvement, dans l'équipe de prélèvement, il peut y avoir 4-5 personnes qui travaillent sur le prélèvement d'organes. Je suis un peu... ouais. Donc, il s'agit d'un médecin réanimateur, il peut travailler seul ou en équipe, mi-temps ou plein temps. Il dépend uniquement de l'hôpital et il va avoir le support de l'agence. Donc, exactement, on a ça. Oh là, je me suis... Donc, l'opposition du don. 8 sur 10 familles vont dire oui au don en Espagne. Ce qui veut dire qu'on est dans un taux d'opposition de 16%. Ce qui est relativement bas par rapport au reste. Et comment on parle aux familles? On parle aux familles tout le temps et à n'importe quel moment en fait. Au début, il y a 10 ans, on avait vraiment ce dead donor rule où on ne pouvait pas parler avec les familles tant que la personne n'avait pas décédé. Mais en fait, c'est la population qui nous a fait changer avec les limitations des phares thérapeutiques. Souvent, ils nous disaient, ils voulaient être donneurs, mais en même temps, ils ne voulaient pas être branchés à une machine. Comment on va faire? Et c'est nous qui avons dû nous adapter aux besoins de la population. Donc on va parler avec eux à plusieurs moments de tout le processus. Donc c'est à nous de nous adapter vraiment aux besoins de la famille en tenant compte toujours qu'on croit que le don est un droit. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment... aller du tout. Donc, le réanimateur, pour ce qui est de la mort encéphalique, c'est à lui de parler. Donc, le réanimateur qui n'est pas dans le prélèvement va parler de la mort et après, le coordinateur va parler du don. Mais c'est exactement la même chose avec l'arrêt des soins thérapeutiques. C'est au réanimateur d'expliquer la décision qui a été prise et c'est le coordinateur qui va se greffer à ça. Donc, l'Espagne n'est pas du tout homogène. Vous voyez qu'on a des régions qui ont 82 donneurs par million d'habitants, mais le plus bas, c'est 31 donneurs par million d'habitants. Il y a eu une petite étude qui a été faite en Catalogne. Donc en Espagne, on a le droit de demander l'origine des personnes, à différence de vous. Et là, vous pouvez voir que ceux qui s'échappent un peu, c'est ceux qui viennent de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne, et de l'Asie. Donc c'est pour ça qu'il y a eu toute une étude qui a été faite pour voir. Là, vous voyez que, en fait, quand on demande, ça c'est vraiment les donneurs, pardon. Les donneurs, c'était l'étude d'avant, c'était une étude sur l'opposition, d'accord, sur les donneurs qu'il y avait eu. Ça, c'est une enquête qui a été faite en général, et là, vous pouvez voir que, en fait, ça correspond. Il y en a beaucoup qui disent pas qu'ils sont favorables, mais c'est eux qui sont le moins favorables. Mais
surtout, c'est eux qui ont le moins pris de décision par rapport aux dons. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'en Espagne, on a une immigration qui est relativement jeune, donc ils ne connaissent pas encore bien le système. C'est pour ça qu'il y a eu un travail qui est très intéressant, qui peut être partagé, où on est allé travailler avec les différentes leaders religieux en Catalogne. Et il y a eu plein de documents qui ont été faits. Et l'année dernière, on a fait ça pour les coordinateurs. J'arrive, hein, t'inquiète pas, je m'en... Et là, alors là, c'est le taux d'opposition en Catalogne. Donc, on n'est pas si bon. L'année dernière, en 2000, vous pouvez voir, en 2021, 22% de taux d'opposition après le Covid, mais on est redescendu à 17,7%. Donc, rien, juste vous dire que nous, on fait ça, on essaye de diffondre un peu, ça se dit pas, de faire que tout le monde profite de ce modèle qui n'est pas que le modèle espagnol. Il y a des Français aussi qui font partie de notre équipe pour aider d'autres pays à travers la formation. Et ne pas oublier qu'il ne s'agit pas seulement de connaissances ou d'expérience, il s'agit aussi de passion. Et quand on parle de passion, ça veut dire de professionnalité, d'être fier de ce qu'on fait et d'aller à l'au-delà de ce qu'on pense qui est bien. C'est jamais assez bien. Merci beaucoup Chloé pour ce retour de cette passion très riche, n'est-ce pas? On ne pourra pas dire le contraire. On va passer la parole à monsieur Émile Cédric, donc, qui représente le collectif Greffe Plus. On excuse monsieur le Marchal qui... Voilà. Et merci beaucoup à vous d'être présent. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup à l'agence et au docteur Averno de nous donner la possibilité de nous exprimer dans ces rencontres qui sont si importantes. Je ne suis que le porte-parole de beaucoup d'entre elles et je n'ai pas la prétention de représenter l'entièreté de la communauté associative. Un vaste sujet, le taux d'opposition. Il s'agit d'un sujet vaste, complexe, multifactoriel, sur lequel nous pourrions nous étaler sur 3 ou 4 heures si nous le souhaitions, tant il y a de choses à dire. Mes prédécesseurs vous ayant brillamment montré nombre de facettes, je vais me contenter de vous donner les pistes sur lesquelles nous travaillons déjà et d'autres que nous souhaitons mettre en place dans un futur proche. Les associations ont un rôle essentiel, voire primordial, car ce sont elles qui côtoient le grand public sur le terrain. Flèche verte. Hop là, voilà. Le maître mot de ce que je vais vous dire se résume à ensemble. Ensemble, nous pouvons arriver à réaliser plus de prélèvements. Ensemble, nous pouvons réaliser plus de greffes. Ensemble, nous pourrons faire chuter ce taux de refus. Et nous devons être ensemble pour communiquer. Bien entendu, il s'agit de garder chacun nos spécificités, mais ensemble, nous pouvons faire de très belles choses. Ce mot ne se limite pas aux associations. L'Agence de la biomédecine, les sociétés savantes, les équipes de coordination, les préleveurs, les transplanteurs et tout acteur de la chaîne du don d'organes et de tissus. Nous devons de faire communauté pour cette cause fraternelle et solidaire. Nous travaillons en rapprochement avec les équipes de coordination qui sont au centre des discussions avec les familles de défunts et qui ont un besoin indispensable de soutien. Un rapprochement aussi avec les sociétés savantes qui nous ont ouvert leur groupe de travail récemment. Un rapprochement aussi avec les ARS. C'est pas toujours évident, mais on avance tout de même dans le bon sens. Mais un rapprochement aussi avec l'Agence de la biomédecine qui a su instaurer en son sein la démocratie sanitaire. À ce titre, j'aurai une pensée particulière pour Madame Janté et David Heard. Une communication commune. Plusieurs points ont déjà été avancés sur le côté indispensable, pour ne pas dire primordial, de mettre en place une communication commune. Nous devons avoir un visuel commun, un slogan commun, un discours commun, une police de caractère. Nous devons parler que d'une seule voix. Il nous faut faire communauté. C'est déjà le cas, c'est déjà fait. Nous avons le ruban vert.
C'est un symbole qui nous réunit tous et qui a été lancé en 2019 grâce à diverses actions et qui commence à être reconnu. J'en profite pour vous dire que pour ceux qui ne l'ont pas accroché, il y en a un dans votre sac, donc je vous invite à le faire. Parlons maintenant de ce qui est en cours et à développer. Il faut rendre ce ruban vert encore plus visible, lui donner encore plus de notoriété et avancer. Pour ce qui est en cours aussi, nous avons lancé une action qui s'appelle les villes ambassadrices du don d'organes. C'est une très belle action, pleine de promesses. Elle rencontre déjà un succès puisque en moins de 10 mois, nous avons plus de 320 villes qui ont été validées villes ambassadrices du don d'organes ou qui ont donné un accord de principe. C'est une action qui repose sur plusieurs principes. Le premier, c'est d'inciter les personnes à discuter en famille et avec leurs proches du don d'organes, ce qui sera un très bon moyen de faire baisser le taux de refus. Pour ce faire, on demande aux villes qui sont ambassadrices de placer un panneau à l'entrée de leur ville où elles affirment être ville ambassadrice, mais pas seulement, parce que c'est insuffisant. On leur demande aussi de bien vouloir passer dans le bulletin municipal une information qui est déjà pré-réglée pour avoir un discours commun, mais aussi de planter un arbre de vie. Et pour cela, on demande que cet arbre soit planté, bien évidemment, pour la cause du don d'organes, mais aussi au remerciement aux donneurs, parce que nous savons que sans les donneurs, rien n'est possible. Il y a aussi beaucoup d'autres actions, des séances de cinéma, des séances de théâtre, qui sont toutes dédiées au sujet du don d'organes. Cette action est importante parce qu'elle va donner une redondance, c'est-à-dire qu'on ne les sollicite pas qu'une seule fois, on conclut un pacte, on a signé une charte avec elles, et elles s'engagent tous les 22 juin à remettre une couche, à resensibiliser tous leurs concitoyens sur l'importance du don d'organes, d'apporter le dialogue au sein de la famille, au sein du foyer et avec ses proches. Dans les actions en cours aussi, quelque chose qui est en train d'être en plein développement, c'est le 22 juin, qui est notre journée, ce moment où toute la France doit entendre parler du don d'organes et être incitée à aborder le sujet avec sa famille et ses proches. Une journée qui pourrait à terme se décliner en semaines, vu le nombre d'actions qui seraient réalisables. Si cette date est notre phare, nombre d'associations débordent d'idées pour communiquer grâce à divers événements et à d'autres dates. Des exemples, des coups d'envoi de matchs de rugby, de football, bref, beaucoup d'événements que les associations seraient prêtes à développer. Nous devons aussi nous rapprocher encore et encore des médias, puisqu'on se rend compte qu'ils sont friands, ils sont demandeurs, à nous de créer l'actualité, à nous de créer le débat au sein du monde audiovisuel pour encore faire parler plus de cette belle cause du don d'organes, ce qui fera baisser le taux de refus. Nous nous devons d'instaurer, comme le disait la personne qui a parlé juste avant moi, d'instaurer une culture du don dans notre pays. C'est indispensable. Un sujet qui nous est aussi particulièrement cher, qui est l'éducation nationale. Le don d'organes et de tissus a été retiré il y a une dizaine d'années du programme scolaire. Et cela, très sincèrement, nous scandalise. Notre sujet, source de solidarité et de fraternité, doit être au programme scolaire. C'est ainsi que nous réussirons à instaurer cette fameuse culture du don. Nous savons l'importance de sensibiliser, d'informer les jeunes. C'est un pari sur plusieurs générations. Un jeune qui est sensibilisé, informé, va aussi apporter le sujet au sein de sa famille. Nous ne manquons pas d'idées, vraiment. Beaucoup de chantiers sont en route et porteront leurs fruits, sans doute dans les années à venir. Le but de nos actions associatives est d'informer le grand public et d'inciter à aborder le sujet en famille, avec leurs proches. Ça permettra de soulager ses proches, mais aussi les équipes de coordination, et cela facilitera le travail admirable qu'elles font déjà, et surtout par-dessus tout, grâce à notre volonté commune, nous permettra de sauver beaucoup plus de vies. 2 chiffres nous intéressent vraiment. 1000. Je suis désolé de le rappeler, mais 1000, c'est le nombre de morts chaque année par faute de prélèvement, alors que ces greffons sont potentiellement disponibles. C'est quand même 3 morts par jour. C'est assez marquant.
34, 33, 34, qui est malheureusement le taux de refus que nous devons absolument faire baisser, surtout quand on sait que 1% de taux de refus, ça représente 100 greffons en plus. Conjointement, unis, soudés, ensemble, et seulement ensemble, nous pourrons arriver à faire baisser ce taux d'opposition. Je souhaiterais terminer par une phrase qui ne m'appartient pas, mais qui est remplie de sens. La mort ne sert pas qu'à faire pleurer les vivants, car donner ses organes, c'est aussi donner du sens à une mort qui n'en a pas. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, on a tenté ce matin de dessiner devant vous un paysage. Ce paysage, c'est celui de l'opposition avec ses différentes composantes, mais aussi de commencer à dresser des pistes. On a parlé du prélèvement multisource, on a parlé de la formation, on a parlé des associations, on a parlé du droit. Alors j'ai été, moi, très intéressé par une phrase de Chloé que nous commentions avec Valérie Depatte, qui est celle du droit à donner, qui est quelque chose qui commence à faire sens et à faire chemin, je trouve, et qui est peut-être quelque chose sur lequel il est intéressant de discuter. La parole, on va la donner à la salle. Toutes vos questions sont les bienvenues. Je ne sais pas, il doit y avoir des micros certainement. Oui, il y a des micros. Le professeur Badet au premier rang. Oui, bonjour, Lionel Badet de Lyon. Moi, j'ai un commentaire et une question. Le commentaire, c'est que je trouve que c'est vraiment génial d'avoir mis tous ces acteurs-là ensemble, qu'on voit quand même qu'il y a un mouvement collectif qui se constitue, que chacun essaie d'apporter des pierres, que les associations de patients, au travers de ces villes ambassadrices, me semblent développer un mode de fonctionnement, enfin d'orientation qui me paraît vraiment très important. Et moi, ce que je retiens aussi de l'intervention de Chloé, c'est cette question de l'enthousiasme. La question de l'enthousiasme, et la question des ressources humaines qui sont mises à disposition sur cette activité. Et finalement, ça rejoint aussi votre présentation. Lorsqu'on a plus de 8 personnes qui sont à la coordination, il semblerait qu'on ait un taux d'opposition qui se réduise, etc., etc. Donc, au fond, fondamentalement, la question que je voudrais poser, on a 66 millions d'habitants en France. Vous en avez une cinquantaine de millions. Les personnes qui sont impliquées en termes de coordination, c'est quoi en rapport au niveau français et au niveau espagnol? Première question. Et deuxième question pour vous, Chloé, c'est la question de savoir si vous avez développé un modèle qui fait qu'au niveau de chaque réanimation, vous avez un référent qui intervient au niveau de cette activité pour faire en sorte de motiver le reste de l'équipe qui n'est pas forcément motivé. Merci beaucoup pour la question. Donc, la première, par rapport à la comparaison entre les professionnels. Alors, je pense que je peux répondre aux deux questions à la fois. Il n'y a pas un modèle en Espagne. En fait, il y a une liberté pour que les hôpitaux décident par eux-mêmes quelle est la personne qui va s'occuper du don d'organes, combien de personnes vont s'occuper, de quel service, etc., etc. Donc, c'est vrai que ça fait un paysage très hétérogène, mais en fait très adapté à la réalité. Donc, je ne connais pas très bien vos hôpitaux, mais nous en Espagne, même si on est sous la même, les hôpitaux publics, il y a de grandes différences. Et par exemple, les pouvoirs, souvent, ne sont pas dans les mêmes départements ou dans les mêmes... Donc, ce que l'hôpital, déjà, comme l'hôpital reconnaît le don d'organes et est fier du don d'organes et veut avoir beaucoup de donneurs, parce qu'on pense que... Bon, parce que, en général, comme vous avez vu, en Espagne, on est fier de ça. En fait, ils vont choisir les meilleurs pour faire ça. Bon, les meilleurs, les gens qui pensent que c'est les meilleurs pour faire ça dans cet hôpital concrètement. Donc, ça veut dire que dans les unités de... Pardon ? Non, je dis, c'est pas forcément les médecins, donc.
Non, mais... Non, parce que les médecins vont dire qu'ils sont les meilleurs. En France, on a un système qui... Tu faisais une remarque très intéressante tout à l'heure en disant que l'arrivée des personnels infirmiers est quelque chose de plutôt récent chez vous, alors que chez nous, c'est plutôt l'inverse. Mais en fait, ça, c'est une question de pouvoir hiérarchique à l'hôpital. Dès le début, on a pensé que si les transplanteurs, c'était des chirurgiens, des médecins néphrologues, de l'autre côté, il fallait qu'il y ait quelqu'un exactement du même niveau. Du même niveau. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. C'est pas une question de compétence. C'est pour ça que maintenant, je pense que les équipes sont beaucoup plus riches, mais c'est une question de pouvoir. C'est une question que le coordinateur de greffe dans un hôpital a vraiment des choses à dire sur plein de choses en fait. Et il dépend directement du directeur médical de l'hôpital. Donc, ça veut dire que, pour répondre à votre question, il n'y a pas obligatoirement dans chaque réanimation quelqu'un. Mais maintenant, je crois que des 185 équipes qu'il y a en Espagne, il y a toujours quelqu'un de réanimation. Pour répondre à la deuxième partie de la question sur combien il y a il y a un peu plus de 180 équipes centres autorisés au prélèvement d'organes et ou de tissus. Pour le nombre exact de coordinateurs, moi je connais les chiffres en Île-de-France, donc il y a environ 70 équivalents temps plein. Un petit peu moins de 10 équivalents temps plein médecins. Alors souvent c'est des 10%, 20%. ou 50%, pour 2 fois plus de têtes. Donc voilà, après on fait le calcul sur le nombre de millions, c'est assez faible. Alors une particularité de l'Île-de-France, je connais moins les autres régions, c'est que le maillage territorial est inégal et a suivi les CHU, et finalement il y a une densité de coordinateurs, d'infirmiers, de médecins de coordination dans les départements les plus défavorisés au niveau social et dans les départements vers lesquels se sont déplacées les populations, le 77, le 93 par exemple, qui est la plus faible en Île-de-France si on fait un calcul. Donc on est en train d'essayer de développer les coordinations de tissus. Ça rejoint complètement ce qu'a dit Chloé. C'est pas forcément évident, simple d'ouvrir des coordinations de prélèvement d'organes partout, mais la coordination de prélèvement de tissus, il y a des décès partout, et puis ça met du personnel qui vit dans ce bassin de population, qui va développer des actions, qui travaillent, les coordinations en France travaillent dans les collèges et développent des actions avec lors d'événements sportifs, culturels, religieux, vont dans les mosquées, les synagogues, etc., rencontrer à chaque groupe. Donc voilà, c'est majeur d'avoir peut-être plus, de bien le distribuer, d'avoir des professionnels partout sur le territoire. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Oui, bonjour. Je voudrais faire un commentaire. Je trouve très, très intéressante votre conférence. Je suis chirurgien transplanteur. J'ai travaillé pendant des années à l'hôpital Paul Brousse. Ensuite, j'ai travaillé pendant des années en Angleterre, au Royaume-Uni. Et je rejoins tout à fait ce que le collègue a dit, ce qui s'est passé en Espagne. Alors, j'ai un souvenir, c'est que dans fin des années 90 et début 2000, le problème s'était déjà posé. Pourquoi il n'y avait pas beaucoup de donneurs? Et à cette époque-là, on commençait à voir que l'Espagne avait carrément changé sa politique. En arrivant en Angleterre, c'est ce que j'ai vu et que malheureusement, je n'ai pas tellement vu en France. Quand on dit une volonté de don d'organes, c'est vraiment une implication à tous les niveaux. Au Royaume-Uni, ce sont les infirmières aussi, ce sont les coordinatrices. Mais les coordinatrices, elles avaient le statut qui est nouvellement accepté en France, et j'en suis heureuse, d'infirmières de pratique avancée. Dans chaque hôpital, dans chaque petit hôpital, il y a un coordinateur. Ce n'est pas le réanimateur, c'est le coordinateur qui parle pour promouvoir le don d'organes. Il y a eu aussi parallèlement la politique d'évoluer les Maastricht, les donneurs à cœur arrêté contrôlés et non contrôlés. Donc c'est un investissement personnel. De la part des médecins, alors on en parlait, j'ai été très frappée de voir les disparités de refus dans votre conférence, qui était très bien, sur les dernières années, mais il y a un investissement aussi des médecins transplanteurs, des médecins qui sont concernés par la greffe, aussi bien
auprès des médecins généralistes, ça veut dire qu'ils vont, ils partent, ils font des conférences et c'est partout. Donc quand on veut s'investir, c'est d'abord une volonté personnelle. Et ça augmente parce qu'il y a vraiment une implication et une explication. Je suis d'accord que les familles, le premier, quand on est face à la mort, on va dire non. Mais quand il n'y a qu'une personne qui explique, et c'est très souvent des infirmières, j'insiste sur ça, c'est tout à fait différent parce qu'elles ont le temps, elles ont l'empathie. Alors il y a eu aussi une politique européenne qu'il faudrait quand même signaler, et c'est dommage qu'on n'en a pas parlé, un investissement de la Commission européenne avec des guides. Le dernier guide a été publié en 2021 parce qu'on avait remarqué qu'il y avait une disparité dans les différents pays. Et en fait, la conclusion a été qu'il faut un coordinateur dans chaque petit hôpital dédié pour promouvoir le don d'organes. Et on considère que tout patient, même malade, une sclérose en plaques ou qui soit dans le coma, est considéré comme un donneur potentiel jusqu'à preuve du contraire. Et ça change la philosophie déjà de comment aborder. Et je pense que si on le fait tous, ça marchera. Il y a aussi la campagne médiatique peut-être, et je suis d'accord avec les associations. On n'en parle pas assez à la télévision, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il faut vraiment, comme on fait Octobre Rose, qui marche très très bien, il faut faire la même chose pour les dons d'organes. Et en tous les cas, je vous remercie pour cette conférence. En fait, moi, seule critique, c'est qu'elle n'a pas été assez médiatisée. Et je trouve qu'il aurait dû avoir même beaucoup plus de monde, parce que ça, c'est très important. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. La synthèse de ce propos, avant de passer la parole à Olivier, la synthèse de ce propos, c'est justement le plan greffe, enfin le plan ministériel pour la greffe qui nous le portons tous collectivement. Cédric Émile nous le rappelait, on le porte avec les associations, avec les professionnels, les sociétés savantes. On essaye de faire quelque chose de très rassemblant et de se regarder pas forcément dans les succès, mais aussi dans nos échecs et d'amener vers une amélioration. Moi, je pense que le mouvement est en train de se mettre en marche et j'espère qu'on va réussir à transformer cet essai. Olivier ? Excusez-moi. Le débat médecin-infirmière, je ne vais pas revenir dessus, les chiffres sont publics. Il y a 16 médecins temps plein pour toute la France. Tous les autres sont à mi-temps ou n'ont pas de temps dédié. Donc, voilà, avec beaucoup plus d'infirmières que de médecins. Mais ça, je dirais que c'est un problème d'organisation avec les IPA, ça a peut-être évolué. Moi, ma question, elle est, et je l'avais posée aux associations de patients il y a plusieurs années, mais je n'ai jamais eu de réponse. Parce que ce qui me frappe le plus entre l'Espagne et la France comme différence, c'est que l'Espagne est très positive comme discours et elle est très pragmatique. Elle simplifie, il n'y a pas de normes. Nous, on est très normatifs, on est très râleurs. Et on a imposé des normes extrêmement strictes pour le Maastricht 3, pour plein de choses. Donc la question c'est, on fait à peu près 6000 greffes, on va dire, par an. On pourrait en faire 1000 de plus en poussant plus loin, en simplifiant le Maastricht 3, en augmentant encore l'âge des donneurs d'un cran, comme vous. Mais on aurait probablement des résultats à 10 ans qui seraient moins bons. Ça, c'est certain. C'est certain. Et donc, est-ce que la société est prête à avoir plus de greffes avec moins bons résultats à 10 ans ou pas? C'est vraiment très intéressant. Moi, je pense que on va demander à la société représentée par les associations. Moi, je pense que la question serait aussi, est-ce que les professionnels de la greffe sont prêts à avoir des résultats moins? Parce que je pense que la société, elle est prête à être greffée. Tout le monde veut. Et en plus, si tu amplis la quantité de personnes qui vont être, pour eux, c'est leur seule expérience qu'ils vont avoir. Donc je pense que c'est plutôt, est-ce que les professionnels sont prêts à ça, à avoir, et les résultats ne sont pas non plus tellement différents, hein, mais c'est vrai que cas par cas, ou par exemple le non-controlled, mais après il faut avoir les receveurs, il faut choisir les receveurs à qui on va mettre ces greffons. Donc je ne sais pas si vous voulez... Juste un mot en plus avant que M. Émile ne réponde, mais tu nous as montré en début de ta presse le pourcentage de Maastricht 2 que vous avez repris à la suite de la mise en place du Maastricht 3, dont on sait que ce sont des greffons
de qualité, en tout cas de viabilité un petit peu moindre par rapport à l'ensemble des greffons dits optimaux. Donc le corollaire direct d'Olivier, c'est de vous poser la question, mais il n'y a rien de piégeux, hein, c'est après tout, est-ce qu'on est prêt à faire plus de greffes avec de moins bons résultats, ou est-ce qu'on est prêt à ne vouloir que la greffe? J'ai plutôt tendance à croire que les gens attendent un résultat du geste médical et de plus en plus important. Oui, tout à fait. Je pense que les personnes sont particulièrement prêtes à être greffées, même avec de moins bons greffons, puisqu'on peut regreffer par la suite. Et je pense que, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, 3 morts par jour. 3 morts par jour faute de ne pouvoir être greffées. Et à mon avis, ces personnes-là, enfin, il n'y a même pas... Il n'y a pas de débat. Enfin, on peut même pas se poser la question de savoir acceptait-il un greffon qui serait de plus ou moins bonne qualité, qui leur permettrait de gagner 3-4 ans et peut-être dans 3-4 ans de récupérer un greffon de meilleure qualité. On parle de vie et de mort. Donc oui, je pense qu'il n'y aurait strictement aucun souci à ce que les personnes acceptent. Je voudrais revenir sur la personne juste précédente qui parlait des équipes de coordination. Sachez qu'on a fait les premières assises nationales du don d'organes en 2021 et que pendant ces assises, on a été les premiers à pousser pour les IPA et on a même proposé d'aller plus loin parce qu'on souhaiterait que les infirmières coordinatrices aient un DU, un diplôme universitaire et encore plus de reconnaissance. Ça, c'était sur la partie infirmière de coordination. Et pour ce qui est du ruban vert et avoir une médiatisation à hauteur d'Octobre Rose qu'on peut voir, ça aussi c'est en cours. Ça fait 2 ans qu'on a réussi quelque chose qui n'est quand même pas anodin, c'est que l'on a réussi à avoir le 22 juin le monde de l'audiovisuel qui s'est emparé de la cause du don d'organes. On a le ruban vert, ce fameux ruban vert qui est affiché sur 90% des chaînes de télévision toute la journée et avec beaucoup de sujets. C'est pas assez, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est en cours. Karine, il y a une question là-bas. On laisse la question. Je voulais juste rebondir sur, par rapport à ce que vous avez dit, pour les coordinateurs et coordinatrices qui sont dans la salle. Je pense qu'il n'est pas nouveau, en effet, qu'il y a besoin de reconnaissance. Alors, à travers une spécialité, on parle de DU, on a parlé de la pratique avancée, ce n'est pas le lieu du débat, mais en effet, il y a des questions qui se posent. Que quand on parle de donneurs potentiels, que ce soit d'organes ou de tissus, c'est une spécificité parce que ça reste dans un parcours de soins, tu l'as dit Chloé tout à l'heure, que c'est quand même quelque chose qui est un peu passion et viscéral, et que selon les établissements de santé, mais ça commence à se développer et à être concrétisé par les audits qui sont faits, il y a encore des systèmes dans des établissements où les collègues n'étaient pas d'astreinte, ou n'étaient pas présents, et je pense qu'il y a besoin de bienveillance, il y a besoin d'encadrement, de professionnalisation, et aussi de fidéliser des gens dans ces coordinations. Mais comme dans tout établissement de santé, il y a eu une fuite, il y a eu le Covid, il y a eu la crise sociétale, il y a eu tout ça. Mais en effet, il y a besoin d'avoir un métier socle et tout ce qu'on fait autour, parce que c'est très vaste quand même, le métier de coordinateur. On va prendre les 2 dernières questions. François, puis Corinne Antoine. Oui, François Bougerolles, je suis médecin coordinateur à Dieppe. Alors c'est un peu anecdotique, mais on a été confrontés de manière biannuelle ou triannuelle à des patients greffés qui ont refusé de donner en post-mortem des tissus. Et ma question, elle va plutôt aux législateurs et aux représentants de la société civile. On fait, comme tout médecin ou toute équipe de coordination, on fait une certaine concession devant le refus d'une famille. On est toujours un peu déçu. Cette concession, elle est encore plus difficile à faire quand on a un proche qui nous dit on veut bien recevoir mais pas donner. C'est un peu compliqué, sociétalement parlant et éthiquement parlant. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut passer et estimer que le consentement présumé, il est évident dans ce cas-là. Bien évidemment, on ne le fait pas quand on a un refus famille, mais ces situations-là sont compliquées. Je ne sais pas quelle manette légale on peut avoir dans cette situation. C'est purement moral, en fait, comme tu remarques. Donner est un droit, mais refuser aussi est un droit. Il est toujours extrêmement compliqué de discuter de la culpabilisation d'un refus au regard d'un besoin mais c'est aussi, on peut comprendre que ce soit difficile à entendre et à recevoir au quotidien dans la pratique. Il y a tout un travail de communication, pas seulement de l'agence, mais de l'agence pour lier
la finalité quand même pour commencer par filmer un receveur, par dire qu'on a beaucoup plus de risques, parce que c'est quand même pas une chance d'être receveur que donneur, etc. Donc il y a aussi cette partie-là. Et en parlant de communication, j'entendais une question de la collègue de Paul Brou sur le mois. Voilà, il a été essayé quand même cette année, et quand même c'est le but de viser plus que le 22 juin, le mois de juin, avec tous les jours des spots. Alors ce sera peut-être juin, vert, je ne sais pas, mais en tout cas que la communication s'étale pour arriver en point d'orgue le 22 juin, et c'est effectivement important. Je voulais juste revenir sur la remarque d'Olivier Bastien et la réponse. Donc, je travaille dans une équipe de greffe, et non, les résultats sont moins bons pour une retransplantation. Et donc, moi, en tant que médecin, mon engagement principal, quand je vois un patient et quand je l'oriente et je l'accompagne vers la greffe, c'est le meilleur résultat possible. Et quand vous faites une retransplantation, les résultats sont significativement moins bons pour tous les organes, et en particulier en greffe de rein, vous êtes souvent très immunisé, et la retransplantation peut s'avérer impossible. Je ne pense pas, pour connaître un petit peu les problématiques européennes et les résultats, nos donneurs sont assez peu différents en termes d'âge vis-à-vis de l'Espagne. Et quand je vous rappelle qu'il y a une publication récente où on appliquait les critères d'acceptation des professionnels français sur le système de dons aux États-Unis, et c'était plusieurs milliers de greffes en plus aux États-Unis s'ils avaient le même système d'acceptation des greffons que nous. Donc je ne pense pas qu'on puisse aller sur ce terrain. On est déjà très performant avec un niveau de qualification des greffons qui est exemplaire en termes d'examen, des scanners qui sont disponibles immédiatement pour les professionnels, un niveau sur un certain nombre d'examens qui est remarquable. Je pense qu'il faut faire de la mathématique. Les mathématiques, c'est très simple. Voilà. Aujourd'hui, 65% des causes de non-prélèvement parmi les donneurs recensés non prélevés, c'est l'opposition pour le mort encéphalique. Et on monte à plus de 70% des causes de non-prélèvement pour les donneurs décédés après arrêt circulatoire. Donc je vous laisse appliquer 70% sur environ 2500, et on peut voir ensuite la suite qu'on peut avoir sur l'accès à la transplantation en France. Donc s'il y a bien un sujet et un seul sur lequel il faut travailler, c'est le renforcement des coordinations sur tous les territoires, c'est leur visibilité, c'est leur reconnaissance. J'ai été invité plusieurs fois en Espagne. Je peux vous assurer, regardez, Chloé, elle est professeure à l'université. Combien de coordinateurs sont professeurs à l'université en France? Et donc c'est la visibilité, la reconnaissance de ces coordinations, de leur travail, avec la pénibilité à la fois physique et humaine que ça représente, leur formation. Et si on veut pérenniser tout ça, il faut leur donner ces responsabilités et cette visibilité. Et là, on pourra travailler sur les 70% d'échecs de non-prélèvement en France. Merci Corinne. Ça nous permet de faire le mot de la fin, de remercier les 4 orateurs d'avoir planté le décor avec nous, la salle d'avoir réagi, posé des questions, et de nous laisser espérer que un jour, nous aussi, nous puissions afficher un taux d'opposition. Alors déjà, si on était à 25%, ce serait très bien. Et puis ensuite, d'atteindre les mêmes standards que ceux de nos voisins espagnols. Merci à tous et très bonne journée. Merci à vous tous.